Bonjour, je suis Vincent Gérard, je suis le directeur du Centre de thérapie brève. Cette brève vidéo vise à vous présenter un concept qui est souvent mal compris et qui est peut-être ambigu, celui des tentatives de solution. Alors, on ne peut pas parler de tentatives de solution sans évidemment évoquer l'école de Palo Alto, qu'on appelle aussi l'école des thérapies brèves, l'approche de Palo Alto, l'approche systémique stratégique. Il y a plein de termes qui lui collent un peu à la peau et qu'on a élaboré autour de cette manière un peu particulière, singulière, d'appréhender la souffrance humaine. En quoi est-ce qu'elle est singulière, cette approche de Palo Alto? C'est d'abord, elle est centrée sur le présent. On ne va pas chercher l'histoire de la personne, on ne va pas essayer de démonter un peu, de décortiquer un peu la manière dont le trouble s'est construit. Bien sûr qu'on peut s'y intéresser si c'est pertinent, mais on va surtout s'intéresser sur comment ce trouble est entretenu aujourd'hui et comment la personne va alimenter ce problème, elle et son entourage, bien sûr. Au travers, on va en parler, c'est l'objet de la vidéo, des tentatives de solutions. Alors, cette approche de Palo Alto, elle est centrée justement sur les solutions. Plutôt que d'essayer de décoder la personne, de l'analyser, de faire émerger sa structure de personnalité, comme le font certaines approches par ailleurs, on va nous se focaliser sur comment elle essaie de réguler son problème, comment elle essaye d'interagir euh, pour essayer de moins souffrir par rapport à la problématique qui peut être évidemment, cette problématique, elle peut concerner plein de sujets divers et variés. La première chose, c'est qu'on s'intéresse à la communication, à la manière dont la personne va interagir avec son entourage, évidemment, donc comment elle va essayer de résoudre cette difficulté, de se sentir à l'aise au travail, ce problème de dépression, comment elle va essayer de gérer sa peur en se faisant accompagner, par exemple, assez souvent. Donc, tous ces comportements qui visent à faire baisser la souffrance, eh bien, on va constater qu'ils ne font que l'amplifier. On va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle sa vision du monde. C'est cette communication qu'on a avec soi-même, c'est-à-dire ce qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte sur le monde, sur la vie, sur les explications en fait qui nous amènent à décoder un peu notre manière de rentrer en relation avec la réalité. Et cette communication de soi à soi, on l'appelle parfois un peu comme ça, va aussi évidemment beaucoup nous intéresser. Donc il y a deux niveaux d'interaction, des interactions avec les autres, et des interactions avec soi-même au travers de cette conception que l'on a du monde, cette vision du monde, cette relation de soi à soi. Donc les conséquences, c'est qu'on va considérer que les personnes en souffrance ne sont pas des patients à traiter, mais plutôt des individus en souffrance. D'ailleurs, à Palo Alto, il parlait plutôt de clients. Je trouve pas que ce soit un concept non plus qui est très très élégant. Le patient, c'est celui qui patiente et qui attend que le changement vienne un peu d'une intervention extérieure. Donc voilà, le patient est aussi connoté comme quelqu'un qui présente un trouble. Donc Palo Alto a vraiment, ou les travailleurs de Palo Alto, historiquement, ont voulu se démarquer de cette approche pathologisante qui étiquetait les personnes. Donc on les a plus appelés des patients, on les a appelés des clients. Mais voilà, client, c'est déjà un peu mieux, je dirais, mais c'est pas un concept que je trouve très élégant parce qu'il y a une relation à l'argent. Le client, c'est celui qui achète, c'est celui qui consomme. Bon, l'idée de Palo Alto, c'était que le client, c'est celui qui va acheter les tâches. Parce que le thérapeute va proposer des choses aux patients entre les séances, des choses qui vont permettre de comprendre, mais qui vont, on l'espère en tout cas, aussi permettre de modifier. Donc le client, c'est celui qui achète la tâche, c'est un acteur du changement. Donc c'est déjà préférable, mais on pourrait peut-être parler d'acteur du changement. Voilà, à réfléchir, si vous avez des suggestions, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou me les faire parvenir, parce que c'est intéressant, je trouve, de peut-être sortir de ce patient, ce concept de patient qui est quelqu'un qui est plutôt spectateur de sa souffrance, client. Dans ce cas-là, il devient acteur, c'est déjà, je trouve, plus proche de la manière dont la personne va interagir dans le processus thérapeutique. Mais voilà, il y a cette connotation client qui, moi, me gêne un peu, mais bon, voilà. Petite parenthèse fermée. Donc, une autre singularité, notre spécificité de cette approche, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que la personne modifie ses perceptions. On sait que nos comportements sont totalement inféodés à notre perception. Si je perçois la réalité comme dangereuse, je vais me comporter en évitant ou en demandant de l'aide. Donc ces comportements, j'évite, je demande de l'aide, ce sont des tentatives de solution, on va y revenir après, qui vont alimenter le problème.
Voilà, donc on va aussi modifier les perceptions parce qu'on ne pourra pas amener la personne à se comporter autrement si elle continue à voir les choses telles qu'elle les voyait avant d'entamer la démarche thérapeutique. Donc, on va maintenant, peut-être si vous voulez bien, me parler un peu de ces tentatives de solution. Alors, tentative de solution, à nouveau, c'est pas pour faire du neuf avec de l'ancien, mais je trouve que ce terme est peut-être pas le plus adéquat non plus. Bon, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais on peut peut-être aussi ensemble, pourquoi pas, réfléchir sur la manière dont on va nommer cette manière d'essayer de résoudre son problème. Alors, il y a deux choses qui, moi, me gênent un peu dans tentative de solution. Tentative, ça veut dire que si je tente et que je m'obstine, peut-être que je vais y parvenir. Et donc, c'est un peu ça, moi, qui me gêne, parce qu'on tente, et on s'obstine finalement dans une direction qui est contre-productive. Donc, cette tentative peut laisser supposer qu'en s'obstinant, on y arrivera. Alors que c'est juste l'inverse, il faut très vite abandonner cette manière d'interagir, de se comporter. Il faut arrêter de rassurer quelqu'un qui a peur. Il faut arrêter de se forcer quand on est vraiment au bout du rouleau. Voilà, il faut essayer d'arrêter d'insister pour qu'un anorexique mange. Il faut arrêter d'accompagner quelqu'un qui a peur. Voilà, donc ces tentatives, elles doivent être bloquées très tôt. Donc le mot tentative, pour moi, il y a un présupposé que si je m'obstine, je vais peut-être y arriver. C'est d'ailleurs ce que pense le patient. C'est la raison pour laquelle il a du mal à renoncer à ces stratégies, quand bien même il constate qu'elles ne sont pas efficaces. Donc tentative, voilà, moi ça m'embarrasse un peu, je trouve que c'est pas très clair. Voilà, solution, tentative de solution à nouveau, ça peut présupposer qu'au bout du chemin de cette obstination, et parfois c'est le cas, hein, parfois il faut remettre la clé plusieurs fois dans la serrure, on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé de clé, elle était juste mal positionnée, mais il y a des moments, il faut juste changer le trousseau, ou changer la serrure, et commencer à envisager un changement à un autre niveau, plus complexe, qu'on appelle un changement de type 2. Voyez ça un peu, un changement de type 1, changement de type 2. Je n'avais pas pensé à amener ce concept, mais bon, ça se présente, je le précise. Alors ici, un changement de type 1, c'est un peu jouer sur la pédale d'accélérateur. J'essaye un peu de réguler la vitesse, mais il y a un moment où on va devoir changer de vitesse pour pouvoir poursuivre le chemin dans la bonne direction. Donc un changement de type 2, c'est changement à un niveau logique supérieur, qui fera que des parents qui essaient par exemple de convaincre leur fils qu'il est important de poursuivre des études avec tous les arguments nécessaires, donc ils vont essayer de réguler ça, c'est un peu cette pédale d'accélérateur, ils vont insister, ils vont argumenter, ils vont essayer de lui faire comprendre. Le changement de type 2, on va changer peut-être de vitesse, on va passer à autre chose, lui dire fais ton choix après tout, on peut réussir dans la vie sans forcément poursuivre des études supérieures. Donc ce changement de niveau logique peut parfois créer une réalité qui va surprendre ce jeune adulte et lui dire tiens, mes parents ont plus trop l'air d'insister, peut-être que finalement je vais quand même devoir moi réfléchir à ma propre vie. Et peut-être que c'est là que le changement attendu par les parents, lorsqu'ils arrêtent d'appuyer sur l'accélérateur, ils ont juste changé de vitesse, c'est là que parfois les choses bougent. Alors, j'ai pas d'alternative, on pourrait parler de stratégie aggravante, vous voyez, plutôt que tentative de solution. Je pense que certains parlent de tentative de solution redondante, parce que c'est le fait que ça se répète qui crée le problème, ou en tout cas qui le maintient. Le crée, je ne dirais peut-être pas, mais parfois oui. Mais c'est le fait de répéter des stratégies qui fait qu'à un moment, à force de rassurer quelqu'un, on va lui faire passer le message qu'il est juste incapable d'affronter ses peurs. Donc c'est le côté répétitif, vous voyez. Donc le fait d'ajouter redondant, je trouve que c'est déjà une plus-value, tentative de solution redondante. Mais voilà, il y en a d'autres qui parlent de tentative de régulation. C'est déjà mieux, je trouve. On pourrait parler de stratégie aggravante. Mais voilà. Donc ça nous conduit à un autre concept qui est celui de 180 degrés. Le virage à 180 degrés. Donc l'idée, c'est d'amener la personne à faire l'inverse de ce qu'elle a passé sa vie à faire, par rapport à son problème en tout cas. Et pour ça, il faudra vérifier que ces stratégies aggravent le problème. Encore une fois, ne perdons pas de vue que 9 problèmes sur 10 sont apaisés, voire carrément solutionnés par le bon sens. Quelqu'un est un peu déprimé, on lui dit mais viens avec nous au cinéma, change-toi les idées. Ça peut faire en sorte qu'il passe une bonne soirée, ce qui est déjà ça, mais qu'ensuite il identifie lui-même le mouvement en se disant mais tiens, je dois surtout éviter de m'isoler quand je suis pas bien, je dois arrêter de renoncer à des activités, et ça peut réenclencher une dynamique positive. Donc ce cercle vicieux qui l'a amené à s'isoler, à renoncer, pouf, ça devient quelque part un cercle vertueux
C'est ça le 180 degrés. Et parfois le 180 degrés il s'enclenche simplement parce qu'on a des gens adéquats autour de nous. Mais malheureusement, les patients, clients, on va pas rouvrir le débat, qui nous interpellent, ces acteurs du changement, ces personnes qui nous sollicitent, elles ont essayé en vain. Et là, on doit envisager un 180 degrés parce qu'elles ne l'ont pas trouvé toutes seules. Donc on doit, par exemple, demander à un partenaire d'arrêter de convaincre le partenaire qu'il doit faire telle ou telle chose, que plus il essaie de convaincre, plus il provoque de la résistance. On doit arrêter de rassurer quelqu'un qui a peur. Je l'ai déjà donné cet exemple-là. On doit arrêter de forcer quelqu'un qui n'a pas envie de manger, parce que, bon, bien sûr qu'il faut parfois être très prudent. Les troubles alimentaires sont parfois, surtout l'anorexie, des situations quand même très à risque, très touchy, comme disent les Anglais. Il faut vraiment être très précautionneux. Mais voilà, donc tout ça pour peut-être vous donner un petit exemple de ce que pourrait être un 180 degrés. On va terminer sur une illustration du blocage des tentatives de solution chez quelqu'un. Je vais terminer alors par un petit exemple qui illustre bien cette stratégie qui consiste à proposer le virage à 180 degrés, donc proposer l'inverse de ce que la personne a fait, ou en tout cas amener des nuances par rapport à ce qu'elle fait, l'amener aussi à changer sa perception. Donc je vais utiliser peut-être un exemple qui mixte un petit peu finalement les deux outils que l'on utilise, c'est-à-dire modifier la perception que la personne peut avoir de son problème, et la raison pour laquelle, en fonction de cette perception, elle va y réagir de manière logique, de son point de vue, mais logique aussi pour nous, mais c'est une logique qui ne fonctionne pas. On utilise le paradoxe assez souvent dans cette approche. Donc on va voir un peu comment, en modifiant la perception, et on peut amener la personne à se comporter autrement. Alors c'est l'exemple d'une personne qui aime voir et qui me dit, voilà, mon problème c'est que je suis très amoureuse d'un compagnon, on va les appeler Roméo et Juliette, et donc Juliette m'interpelle et me dit, voilà, je viens vous voir parce que Roméo est déjà engagé dans un couple, ça fait 1 an qu'il me promet qu'il va quitter sa partenaire pour s'installer avec moi, mais je ne vois pas les choses bouger. Donc je suis en souffrance, et c'est la raison pour laquelle je viens vous voir. Et je lui demande ce qui est difficile pour elle, et bon, ce qui est difficile c'est qu'elle est en attente, elle est insécurisée, elle a peur que jamais il ne se mette en mouvement. Et il y a une deuxième chose qui l'embête beaucoup, c'est qu'elle doit se mettre en colère pour le faire bouger. Et elle dit, ça ne me convient pas de devoir me mettre en colère, ça ne fait pas partie de ma manière de fonctionner, et je n'ai pas d'autre solution que de sortir de mes gonds pour essayer de le mobiliser un peu. Donc il y a 2 niveaux de problème, c'est son insécurité, le fait que son compagnon ne se mobilise pas, et cette perception qu'elle a d'elle-même qui ne lui convient pas de cette personne qui se met en colère, parce qu'elle constate que dans ces cas-là, il bouge. Donc elle me dit que son objectif, c'est d'y voir plus clair par rapport à la faisabilité, à l'avenir de ce possible couple. Elle ne veut plus attendre, mais elle veut surtout arrêter de se mettre en colère. Et là, on va changer sa perception, je vais en tout cas essayer, je lui demande, mais comment expliquez-vous que quand vous vous mettez en colère, il bouge? Est-ce que c'est plutôt parce qu'il a peur, parce qu'il vous voit en souffrance, qu'est-ce qui fait qu'il bouge quand vous vous mettez en colère finalement? Et là, elle commence à se rendre compte que c'est peut-être pas que le fait de se mettre en colère en fait qui mobilise son compagnon en devenir, en tout cas un compagnon intérimaire qu'elle aimerait bien avoir à durée indéterminée à ses côtés. Et donc, je vais lui poser la question suivante qui va modifier complètement sa perception, mais est-ce qu'il bouge parce que vous êtes en colère? Ou dites-moi si je devais me tromper, ou est-ce qu'il bouge parce que lorsque vous êtes en colère, il sent à quel point vous êtes déterminé? Autrement dit, est-ce que si vous deviez être déterminé, sans être en colère, finalement vous auriez autant, voire plus, d'impact sur le fait qu'il bouge, qu'il se rapproche de vous? Parce qu'il s'est mis en mouvement, il a parlé à son actuelle compagne de Juliette, il a parlé de ses enfants, de Juliette à ses enfants. Il a même présenté une fois Juliette à ses parents, donc il se met en mouvement, mais il a tout de suite très peur, parce que sa compagne, évidemment, freine très fort, et c'est logique que voilà, à la fois ce monsieur ait du mal à bouger, et que son actuelle compagne n'ait pas envie, en tout cas dans ce cas-là, c'est ce qui se passe, que la relation s'arrête. Bref, donc elle va comprendre que c'est sa détermination qui fait bouger son compagnon, et pas sa colère. Et je vais simplement lui poser la question suivante, est-ce que si vous deviez être déterminé, sans être en colère, est-ce que finalement, vous pourriez avoir plus d'impact sur lui que si vous deviez être en colère sans être déterminé? Parce que ce qui vous
Ce que vous constatez, c'est qu'il bouge quand vous êtes en colère parce qu'il perçoit que vous êtes déterminé et que vous êtes peut-être prête à vous désengager à ce moment-là. Et là, elle va réfléchir, elle va dire, mais tout à fait. Et donc, sa tentative de solution à elle, c'était d'essayer de le convaincre. Il faut que tu bouges, je suis malheureuse, je ne suis pas bien. Et elle va spontanément faire un 180 degrés, donc l'inverse, donc elle va arrêter de faire ce qu'elle faisait tout le temps, d'essayer de le convaincre. Mais elle va juste lui dire une fois, voilà, je tiens beaucoup à toi, mais je suis très malheureuse dans cette attente qui dure. Donc moi, j'en peux plus. Je te laisse un mois pour sortir de cette autre relation, si en tout cas c'est ton souhait, et pour venir vers moi. Au-delà de ce mois, ça s'arrêtera. Je tiens à toi, je suis amoureuse de toi, mais je ne peux pas continuer à attendre comme ça. Et je ne souhaite plus te voir, t'entendre, te lire pendant un mois. Si tu m'appelles, c'est totalement irréversible. Je souffre trop. Je suis très contente de te voir, de t'entendre. Mais à chaque fois, je suis terriblement déçu parce qu'après, ben voilà, c'est un peu prendre l'apéritif, peut-être l'entrée, mais il n'y a pas de plat consistant derrière. Et donc, l'apéritif, ça ouvre l'appétit. Et donc, elle est en appétit de passer du temps avec lui, mais elle est à chaque fois frustrée. Et en souffrance, elle dit, ça, il faut que ça s'arrête. Et elle va être complètement déterminée. Elle va bloquer complètement. Alors, la relation aurait pu s'arrêter. N'oublions pas que son objectif, c'était de savoir. C'est pas de la magie, la thérapie brève. Donc, on ne va pas faire tomber amoureux, on ne va pas rendre courageux quelqu'un qui peut-être ne le sera jamais. Mais dans ce cas-ci, ce monsieur avait déjà montré des velléités de changement. Il avait déjà parlé de Juliette à ses parents, à ses enfants, à sa femme. Et donc, il y avait un espoir quand même que peut-être il aille un peu plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Bon, la fin de l'histoire, par ailleurs, les personnes dont je parle ne sont pas reconnaissables, évidemment. Mais voilà, donc l'idée, c'était de bien montrer que quand on arrête de faire ce qu'on fait, tout le temps convaincre, quand on voit les choses autrement, tiens, je peux faire bouger l'autre sans me mettre en colère, on peut créer une autre réalité qui est beaucoup plus confortable. Voilà, je terminerai juste peut-être en rappelant qu'il reste, si ça vous intéresse, en tant que professionnel cette fois-ci, d'aller un peu plus loin dans l'appropriation de ce modèle, qui est un modèle que je pratique depuis 30 ans et qui, pour moi, est un modèle vraiment très respectueux et terriblement pragmatique, où on va à l'essentiel. Et c'est une thérapie qui peut afficher des changements qui s'inscrivent dans la durée. On parle de thérapie brève, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une thérapie qui peut avoir des effets durables. C'est bien l'inverse qu'on constate. Voilà, n'hésitez pas, il y a encore des possibilités dans ce premier niveau qui commence en septembre. Si vous êtes intéressé par la formation, revenez vers moi, allez voir sur le site qui sera affiché quelque part là. Voilà, au plaisir de peut-être refaire une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous avez des sujets qui vous intéressent. Voilà. Je verrai un peu s'il y a des demandes ou des questions qui se répètent, peut-être de faire une petite vidéo sur le sujet. C'est un plaisir pour moi, j'espère que c'est un plaisir partagé, en tout cas c'est ce que je souhaite. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, et n'hésitez pas à m'interpeller si vous voulez en savoir un peu plus.